Madame, monsieur, bonsoir. Merci de nous rejoindre à Cannes Algérie pour ce nouveau numéro de Questions d'actu, le dernier de cette saison. Ce soir, nous le consacrons au marché du pétrole, les marchés toujours orientés à la hausse, et ce malgré la décision de l'OPEP d'augmenter sa production. Autre facteur qui pèse également sur l'équilibre du marché du pétrole, les tensions géopolitiques au Moyen-Orient, notamment les tensions entre les États-Unis et l'Iran et l'Arabie saoudite. Nous en parlerons donc avec nos experts. Et il s'agit sans plus tarder de M. Morad Preur, expert des questions énergétiques, président du cabinet Énergie. Merci d'être avec nous ce soir. Également à vos côtés, M. Mohamed Saïd Broul, expert des questions énergétiques, du pétrole et du gaz plus exactement. Merci d'être avec nous ce soir. Et avec nous également, M. Mostafa Mekidash, vous êtes vice-président du Conseil national économique et social et expert des questions énergétiques. Merci d'être avec nous ce soir. Merci de m'avoir invité de nouveau. Avant d'entamer notre débat, j'invite le téléspectateur à suivre ce compte-rendu. Il est signé Youssef Dili. On revient juste après. Le pétrole s'est rapproché de 79 $ le baril à la clôture de la séance de ce lundi, une semaine après la décision prise par les pays membres de l'OPEP et non-OPEP d'augmenter la production d'1 million de barils par jour. Le prix moyen du baril de pétrole reste à son plus haut niveau, en flirtant avec les 80 $. Des facteurs majeurs maintiennent la pression sur les prix malgré la décision d'augmenter la production prise lors de la dernière réunion de Vienne. Le premier facteur concerne la Libye où la compagnie nationale libyenne de pétrole a annoncé aujourd'hui la suspension de toutes les exportations à partir de 2 ports situés à l'est du pays. Cette décision représente une perte de 850 000 barils par jour en Libye et juste après la rencontre internationale sur la Libye tenue à Paris sous la présidence d'Emmanuel Macron, le maréchal Khalifa Haftar lance son offensive pour récupérer les installations et les terminaux pétroliers situés à l'est du pays. Khalifa Haftar, le commandant en chef de l'armée nationale libyenne, est à la recherche de financement pour équiper et renforcer son armée dans l'objectif de prendre le contrôle de Tripoli, siège du gouvernement de l'Union nationale reconnu par la communauté internationale. En Libye, on est loin de l'optimisme du président français qui tablait sur l'organisation de nouvelles élections avant la fin de l'année en cours. L'autre facteur majeur qui maintient les prix à la hausse, la tension entre les États-Unis et l'Iran. Juste après la dernière réunion de Vienne, Donald Trump menace les pays qui importent le pétrole iranien. Ces pays ont jusqu'au début du mois de novembre de cette année pour cesser toute importation en provenance d'Iran au risque de se voir sanctionner, menace le président américain. Si Washington maintiendrait ces menaces, ce serait pas moins de 2,8 millions de barils de pétrole qui seraient retirés du marché mondial au début de la saison hivernale de cette année. Dans le cas où une telle quantité manquerait sur le marché, les prix pourraient atteindre les 100 $ le baril avant la fin de l'année en cours. Mais ce scénario a été rapidement évacué après l'engagement par l'Arabie saoudite de compenser la quantité de pétrole iranien qui sera retirée des marchés dans le cas où Donald Trump maintient ses menaces. Grâce au pétrole de schiste, les États-Unis assurent leur sécurité énergétique en produisant près de 11 millions de barils de pétrole par jour. Donc le président américain peut continuer son jeu déstabilisateur des équilibres géostratégiquiques mondiaux. Alors, j'imagine beaucoup de choses à commenter autour de cette question pétrolière, Monsieur Morad Preur. Mais d'abord, essayons de comprendre un peu ce qui s'est passé alors que tout le monde s'attendait à ce que les prix baissent après la décision de l'OPEP d'augmenter sa production. C'est tout à fait le contraire qui s'est produit. En fait, ce que j'avais dit, c'est que à Vienne, les pays de l'OPEP ont considéré qu'il était urgent de ne rien faire. La décision qui a été prise limite théoriquement la production, mais n'est pas actée dans le texte. Et les volumes varient entre 1 million de barils par jour et 500 000 barils par jour selon les pays qui ont fait partie de cette réunion.
En fait, l'OPEC considère qu'elle va baisser sa production. Hein. Néanmoins, il n'y a pas de quotas qui sont affectés par pays. Ça veut dire que ça ouvre la voie à la réallocation de quotas en fonction de pays qui ont des capacités suffisantes pour augmenter leur production, pour compenser ceux des pays dont on pense qu'ils vont baisser leur production. Donc l'Iran en premier lieu, le Venezuela en second lieu. Hein. Bien, donc l'OPEC n'a pas décidé d'augmenter son plafond de production comme traditionnellement dans un tel cas. L'OPEC n'est pas sorti de la logique de défense des prix. Elle a renoncé à la logique de défense des parts de marché. En fait, l'OPEC a toujours été prise dans un dilemme, défense des prix, défense des parts de marché. Elle baisse sa production pour défendre les prix, sa part de marché est prise par d'autres. Elle augmente sa production pour retrouver ses parts de marché, les prix s'effondrent. L'OPEC a tenté cela en 86, elle l'a tenté à nouveau donc en 2014, avec les mêmes conséquences désastreuses qu'il y a eu. Donc l'OPEC n'est pas sorti de cette logique. Et le vendredi, l'OPEC s'est réuni, le samedi, l'OPEC s'est réuni avec les 10 autres pays, et donc dans l'ensemble, ils forment 50% de la production mondiale, hein, et donc avec la Russie. Et en fait, la ligne de défense des prix est restée constante. Mais si le problème est un problème d'offre et de demande... Voilà, moi je voulais justement... Si un problème d'offre et de demande, comment se fait-il qu'un million de barils jour Alors, non, je termine. En plus, n'a pas pesé sur le... En fait, le marché tend à s'équilibrer. Le marché tend vers l'équilibre, c'est-à-dire la demande a repris. En 2017, elle était de 98 millions de barils par jour. Elle a grimpé à 99,3, donc de 1,3 million de barils par jour en 2018. Et on pense qu'elle atteindra 100,6 millions de barils par jour en 2019. En fait, elle est orientée à la hausse, alors que l'offre commence à se restreindre. Si vous voulez, le nombre de puits en activité aux États-Unis, qui était de 1600 puits en 2014, était descendu à 500 puits en 2015 avec la chute des prix du pétrole. Aujourd'hui, il n'est que de 850 puits, 54 puits. Et d'ailleurs, cette semaine, le nombre de puits a baissé. Ça veut dire qu'aujourd'hui, le problème, c'est que les huiles de schiste américains, qui étaient une variable d'ajustement, qui était flexible. Quand le prix baisse, ils ferment leur puits. Quand le prix augmente, ils ouvrent leur puits. Aujourd'hui, cette flexibilité des huiles de schiste américains qui perturbait la cartélisation du marché, par l'OPEC, l'ajustement du marché de façon à ce que les prix évoluent dans un sentier qui non seulement ne décourage pas la demande, mais également qui encourage l'investissement. En fait, les huiles de schiste américains ont perdu un peu de leur flexibilité, et puis même les Américains le savent, elles vont commencer à décliner à partir de 2019. Donc le marché tend à s'équilibrer, et l'une des meilleures preuves, c'est que les tensions géopolitiques aujourd'hui agissent très fort sur le marché. Alors qu'en 2014-2015, il y avait le Daesh, il y avait le feu carrément en Syrie, en Irak, en Libye, etc. Et les prix s'étaient effondrés. Parce qu'il n'y avait pas de risque de rupture d'approvisionnement. Aujourd'hui, les stocks OCDE ont fondu, les stocks américains ont fondu, hein, la demande reprend,
et donc le marché devient extrêmement sensible aux risques géopolitiques. Et l'occurrence, la probabilité d'un retrait de l'Iran, c'est 4,6 millions de barils par jour. Tout le monde sait que l'Arabie Saoudite n'a pas 4,6 millions barils par jour pour remplacer les capacités iraniennes. Donc il y a aujourd'hui une injonction du président Trump à l'OPEC pour qu'elle augmente sa production. L'Arabie Saoudite a dit qu'elle allait augmenter. En fait, l'accord, si on devait, l'embargo contre l'Iran devrait prendre effet le 4 novembre. Les États-Unis ont une élection en novembre et c'est la driving season aux États-Unis, la demande va monter. Le président Trump a incité l'Arabie Saoudite à augmenter sa production, mais le signal qui a été envoyé au marché est faible. Le prix il est de 77 $ le baril, parce que le marché sait que l'Arabie Saoudite ne peut pas remplacer l'Iran. Donc le marché reste un marché maintenant d'offreurs qui est dirigé par les offreurs alors qu'il était un marché de demandeurs, hein, et les conditions d'une cartélisation du marché avec une alliance Arabie Saoudite-Russie qui est un fait nouveau change complètement. C'est un nouveau paradigme pétrolier qui est en train de s'instaurer. Allez-y, M. Mkides. Oui, moi je voulais simplement dire que il y a eu, si vous voulez, dans l'explication qu'on peut apporter au paradoxe que vous avez indiqué, pourquoi les prix ont augmenté au moment même où l'OPEP a augmenté d'1 million de barils jour son offre pétrolière. Moi, je crois qu'il y a eu une démarche spécifiquement économique, j'allais dire étroitement économique, dans la décision de l'OPEP en disant donc la production est de 98 millions de barils jour, donc l'offre sera en 2018 de 99,2 millions de barils jour, donc il faut compenser ça. On va être donc des gens sérieux, on va anticiper, on va rajouter sur le marché 1 million de barils jour et puis on équilibre les choses. Sauf que la variable géopolitique n'était plus une variable, mais un surdéterminant qui fait que finalement, le vrai calcul, c'est que les États-Unis, en sortant de l'accord nucléaire de l'Iran, donc fait obligation au reste du monde à ne plus s'approvisionner en pétrole brut des États-Unis. Alors en gros, si vous voulez, l'Iran, c'est 1/3 pour l'Europe, 2/3 pour l'Asie, la Chine essentiellement. Alors la Chine, la cause est entendue, la Chine dit, moi je continue de toute manière, que ce soit pour le pétrole ou pour d'autres choses, mes échanges avec l'Iran ne vont pas varier parce que les États-Unis ont quitté cet accord. Ils sont comment menacés par sur l'Europe, c'est acté. Donc Total a quitté un gros projet de gaz elle a déjà quitté un grand projet de gaz d'exploitation et de mise en valeur d'un gisement gazier géant en Iran, et également les États-Unis disent maintenant, donc finalement font le calcul de dire il va falloir donc compenser ce que à la fois l'Europe mais également d'autres clients peuvent acheter du marché iranien. D'où la pression faite par le président Trump auprès de l'Arabie Saoudite mais aussi de la Russie d'augmenter l'offre et donc de passer outre, si vous voulez, l'accord avec l'OPEP. Et ça signifie quoi? Ça signifie que le pétrole est autre chose qu'une marchandise ordinaire. Donc elle obéit à un champ de menaces et d'opportunités géopolitiques. Et pour le moment, c'est pas réglé. Est-ce que les acheteurs de pétrole européens vont fermer leur approvisionnement à partir de l'Iran? Apparemment, donc c'est cela qui est demandé. Auquel cas, en 2019... Ils sont sous les menaces des sanctions économiques. C'est ça, ils sont sous les menaces, d'ailleurs. Y compris pour l'Inde et la Chine. Hein. L'Inde et la Chine, donc pour l'Inde et la Chine, l'Inde aussi a acté, elle a dit, moi je continue à rester sur le marché de l'Iran, parce que c'est stratégique. Est-ce qu'ils ont vraiment le choix?
Et donc là, on verra comment le rapport de force va se développer avec ce marché asiatique. Mais pour le moment, les prix montent parce que les anticipations sur 2019 font qu'il y aura un déséquilibre qui est inverse, celui d'un excès de demande par rapport à une offre qui est insuffisante. Et cette offre n'est pas là. Pourquoi ? Morad le disait, donc c'est parce que donc avec les investissements qui auraient dû être faits n'ont pas été faits parce qu'il y a des vues à courte vue. Dès qu'il y a eu la crise de 2014, à la fois donc les investissements des majors, des grandes compagnies internationales, mais également des sociétés nationales, donc il y a eu des investissements qui ont été différés. Et donc l'offre, pour répondre immédiatement, y compris pour l'Arabie Saoudite, à ce déficit, ne va pas être là en 2019, d'où cette orientation à la hausse donc des prix. Voilà l'explication que je donne pour ce qui me concerne. Alors, M. Broul, si on résume un peu les propos de M. Preur et ceux de M. Mustafa Mekidesh, on comprend dès lors qu'il y a une nouvelle donne, celle qui dit qu'aujourd'hui, ce sont les tensions géopolitiques qui pèsent beaucoup plus sur le marché que, par exemple, le schiste américain, comme c'était le cas il y a quelques Exactement, depuis, comme disait M. Preur, 2014-2015, il y avait beaucoup de guerres, il y avait des tensions, et puis le baril, il écoutait exactement les pluies. Il n'a pas réagi à la politique. Maintenant, oui. Maintenant, la preuve, c'est que quand Trump a menacé des pays, il a dit tolérance zéro. Il n'y a aucun pays qui a le droit de prendre un baril, donc c'est pratiquement l'Inde, la Chine, les Européens, etc. Automatiquement, ça a grimpé. Ça a grimpé de peur qu'un jour, ils vont être à court de pétrole. Mais pourquoi, je réponds à la question au passage, pourquoi, malgré tout, les prix augmentent? Cette semaine, il y a 10-15 jours, les prix augmentent malgré tout. Ils ont atteint 79, presque 80, il y a 3 ou 4 jours. 13% d'augmentation. Voilà, alors qu'il est dit que l'OPEP va augmenter de 1 million de barils. Moi, je pense que ça a augmenté, les prix ont augmenté parce que il y a eu une chute de production au niveau d'Angola d'abord, l'Angola, la Libye, et puis il y a une chute des stocks américains parce qu'ils ont exporté 3 millions de barils jour. Donc ils ont déstocké automatiquement. Ça va donner un gap de 1 million de barils. La Libye et l'Angola et le déstockage, plus le gap, le Venezuela, sans compter les sanctions, pas les aides. Donc sans compter les sanctions. Déjà, ça a fait 1 million. C'est pour ça que l'OPEP, le 23 juin, ils ont dit on va augmenter des millions. Ce n'est pas dit comme ça 1 million pour rien, parce qu'ils ont calculé, ils ont trouvé qu'il y a un gap de 1 million de barils jour. Il faut le compenser. Parce qu'ils disent que nous sommes à 150% du deal. Il est respecté à 150%. Bon, si on augmente de 1 million de barils jour, ils vont enlever les 50. Il reste le 1 million. Donc il revient sur 1,8 million. Bon, ça c'est un peu pourquoi les prix ont augmenté ces derniers temps. Mais hier, le 1er juillet, Trump il a appelé le roi de l'Arabie Saoudite. Il lui a dit tu augmentes de 2 millions de barils jour. C'est beaucoup, parce que donc les capacités de l'Arabie Saoudite c'est 2,3, 2,2, donc automatiquement il va travailler à pleine capacité. Aujourd'hui, il a chuté le baril. Il est à 77. 77. Le fait que il a demandé 2 millions de barils jour, ça a chuté. Donc automatiquement, il y a un peu la réaction, le baril il réagit aussi non seulement aux actes, mais il réagit aussi aux déclarations. Donc la géopolitique, quand on parle de déclaration, la géopolitique, quand Trump va dire, par exemple, tous les pays qui vont acheter du pétrole iranien vont être sanctionnés, il n'a laissé personne. Il a dit tolérance zéro, c'est-à-dire les Européens, les Asiatiques, y compris la Chine. Mais je ne pense pas que la Chine va l'écouter. La Chine, ils importent 40% des exportations iraniennes. La Chine, ils consomment autant que les États-Unis. Et la Chine consommait beaucoup de pétrole vénézuélien. Or, le Venezuela, maintenant, il a cours de pétrole. Les Chinois, ils ne vont pas chercher la campagne. Ils ont dit déjà, ils ont dit hier que nous, on reste avec l'Iran. Qu'est-ce que soit. Donc, les menaces de Trump, moi, je pense, ça ne peut pas être, disons, à 100% appliqué parce qu'il est en train de, entre guillemets, de bluffer. Mais je ne pense pas que les Européens vont le suivre. Malgré que Total, effectivement, s'est retiré, je ne pense pas que les Européens vont se retirer. Ils sortent de la Grande-Bretagne, de l'Allemagne, la Russie, l'Italie, la France. Tous ces pays-là, ils sont pour le deal du nucléaire. Donc, le 4 novembre,
Le 4 novembre, on va voir exactement ce qui va se passer. Parce que le 4 novembre, c'est la réalité, c'est le jour J. Mais je pense que... C'est-à-dire que cette incertitude n'est pas levée. Cette incertitude n'est pas levée encore à ce jour. Moi, je pense que je termine par ceci, c'est que j'ai bien peur que les cours vont revenir à 70 $. Ils vont encore redescendre. Ils vont redescendre parce qu'il y a des raisons. La Libye, ça ne va pas s'éterniser. Le conflit, les ports au nord, ça ne va pas s'éterniser. Ça a été le cas il y a 2-3 ans. Ça Mais quand même, c'est 800 000 barils jour de moins sur le marché. Ça va revenir, ça ne va pas rester longtemps. Donc la Libye, ça va se rétablir. Le pétrole de Talsend au Canada, j'ai oublié ça, le Canada, il est en panne, le gisement d'Alberta, il est en panne depuis quelques temps. Il y a une panne d'électricité qui a donc amputé la production de 400 000 barils jour. Donc tout ça, ça va se rétablir au Canada. Les Canadiens, ils ont dit, le mois de juillet, on va rétablir ça. Donc ils vont récupérer 400 000 barils jour. La Libye, elle va récupérer petit à petit jusqu'à ce qu'elle arrive à 600, 700. Donc dans tous les cas de figure... C'est pas évident pour la Libye que ça se fasse. Disons, c'est l'expérience, disons, ça a été le cas il y a 2-3 ans, donc ça chute, ça reprend. Maintenant, si les pays de l'OPEP vont encore, disons... Diminuer leur production, bon, je ne pense pas. Non, pour la Libye, simplement, je voulais donner une précision. Ils vont augmenter. Pour la Libye, la NOC, c'est ça, donc la NOC a fait une déclaration aujourd'hui où elle dit, donc elle interdit toute exportation de pétrole à partir donc de Bérégar, Aslanouf, donc et Benghazi, et par conséquent donc en réponse à la volonté du pouvoir qui est installé à l'est de la Libye d'être souverain. Alors que la communauté internationale ne reconnaît que le gouvernement de Tripoli et NOC est une des institutions de ce pouvoir. Par conséquent, donc, il n'est pas évident que les inquiétudes sur les exportations soient levées s'il n'y a pas un consensus sur la question. Donc voilà. Mais je me tourne vers vous encore une fois, M. Preur. D'un côté, ce que j'ai compris un peu de vos propos, d'un côté on dit qu'aujourd'hui les marchés sont devenus très sensibles aux déclarations et aux tensions géopolitiques. Et d'un côté on explique l'évolution des marchés par l'offre et la demande internationale. Alors, comment est-ce qu'on peut prévoir les mois à venir ? Alors bon, les marchés pétroliers sont par essence volatiles. Ce sont des marchés boursiers, ils sont volatiles et les spéculateurs cherchent, quand le prix monte, ils vendent et ensuite quand il descend, ils achètent. Donc ils cherchent la volatilité, c'est comme ça qu'ils gagnent. Maintenant, pour comprendre les prix du pétrole, les prix du pétrole sont portés. Il y a une tendance de long terme qui est une tendance haussière, qui est une tendance qui prend en compte une anticipation d'épuisement des gisements, le nombre de découvertes qui est le plus bas depuis 1947. On consomme 6 barils, on découvre 1 baril. Donc il y a un épuisement des réserves, donc il y a une tendance haussière de long terme. Comme disait tout à l'heure Moustapha, les investissements se sont effondrés. En 2014, Est-ce qu'il risque d'être inversé cette tendance ? J'arrive. Donc ils avaient atteint un pic historique de 721 milliards de dollars en 2014. Ils étaient de 400 milliards de dollars en 2016, 400 milliards de dollars en 2017. Ils ont perdu 1000 milliards de dollars. Alors, depuis 2014, les coûts de production qui ont permis au schiste la résilience des pétroles de schiste américains, les gains en coûts de production ont été de 35% en moyenne, et on considère que seulement un tiers de ces gains en coûts de production est irréversible. Les 2 tiers de ces gains vont... c'est-à-dire qu'on estime que les coûts de production vont augmenter de 20% les années à venir. Parce que les gisements vieillissent, parce que le progrès technique atteint ses limites donc il y a une tendance de long terme alors que la demande augmente. C'est-à-dire que si vous dites entre 1,3 et 1,4 million de barils par jour, par an,
dans 10 ans, il faut découvrir une Arabie Saoudite. Donc en 2030, il faut découvrir une Arabie Saoudite. D'ici 2040, il faut découvrir 2 Arabies Saoudites. Et en fait, il faut découvrir, pour couvrir la demande, 3 millions de barils par jour chaque année, c'est-à-dire découvrir une mer du Nord chaque année, ce qui n'est pas possible. Donc en fait, je vous ai dit que les coûts vont augmenter, les réserves baissent, la demande augmente tendanciellement, elle est tirée à 80% par les pays émergents. Les pays de l'OCDE, en 2010, elle était de 50 millions de barils par jour, en 2016, elle était de 46 millions de barils par jour. Les pays de l'OCDE, leur demande baisse parce que leurs véhicules sont... C'est 90% du pétrole, c'est le transport. Hein. Donc les gains en rendement au niveau de l'OCDE sont manifestes. Mais est-ce que toutes les décisions prises par Trump ne peuvent pas peser sur la croissance mondiale? À mon avis, c'est un épisode. Trump est un épisode dans l'histoire du marché pétrolier. Et donc, il y a une tendance de long terme, il y a des tendances de court terme, il y a des conflits de tendances. Des tendances de court terme qui peuvent tirer les prix vers le bas. Mais elles ne sont pas significatives. C'est l'offre, ce qu'on appelle les fondamentaux, c'est l'offre, la demande et les stocks. Vous pouvez être dans une situation de crise économique comme en 2008, où la demande s'est effondrée. Il y a eu 2 millions de barils par jour qui étaient en trop, qui sont arrivés avec les schistes américains. Donc un effet de ciseau et le prix s'est effondré. C'est des tendances de court terme, des facteurs aux tendances de court terme qui peuvent contrer cette tendance de long terme qui est une tendance haussière. Les prix sont tirés à la hausse sur le long terme. C'est-à-dire qu'on va, et même je ne suis pas le seul à le dire, Fatih Birol, qui est le directeur général de l'Agence internationale de l'énergie, a dit la même chose que ce que j'ai dit, à savoir qu'on va vers un choc entre 2020 et 2025. Parce que 1000 milliards de dollars, mon ami géologue le sait très bien, 1000 milliards de dollars d'investissement en exploration-production qui disparaissent, vous les sentez venir. Et sur un autre plan, sur un plan, si vous voulez, stratégique, il y a un nouveau paradigme pétrolier. Nouveau, tout à fait nouveau. Le premier, c'est l'affirmation des émergents comme moteur de la croissance de la demande. Hein. Deuxièmement, c'est une alliance inédite entre l'Arabie Saoudite et la Russie, hein, pour cartéliser le marché. Hein. Et troisièmement, c'est l'apparition de nouvelles monnaies qui vont concurrencer le dollar dans le commerce du pétrole. Le yuan chinois, les Chinois, Mais qu'est-ce qu'on a, c'est ça, une dédollarisation des échanges? On va y arriver. Les Chinois, c'est 13% de la consommation mondiale contre 4,3% de la production. Les Chinois veulent s'autonomiser du pétrole. Et pour reprendre ce que disait Mustafa tout à l'heure à propos de l'Iran, quand l'embargo contre l'Iran, il fait le bonheur de la Chine et le ministre iranien, il a dit la place de Total qui va être abandonnée Total sera remplacée par la CNPC chinoise. Bon, je vois dans des analyses, parce que les journalistes reprennent des analyses d'analystes extrêmement compétents. Mais ce ne sont pas des experts, ce sont des analystes boursiers. Et les analystes sont là pour émettre des signaux. Court terme. Il ne faut jamais croire, et même un expert, moi-même en intervenant dans des congrès internationaux, des fois je suis obligé je défends l'intérêt de mon pays. Donc il ne faut pas prendre à la lettre ce que disent... il y a une euphorie de l'abondance qui est complètement artificielle. Et la réalité, c'est que l'Arabie Saoudite et la Russie sont d'accord au moins sur 3 points. La nécessité d'un marché équilibré et suffisamment approvisionné. Hein. Ils n'ont pas envie qu'il y ait une crise. Le principe d'une responsabilité partagée entre les producteurs et les consommateurs dans la défense des prix. Ils disent pourquoi il n'y a que nous qui défendons les prix. Et troisièmement, et ça c'est intéressant,
Ils veulent défendre parce que ce sont des pays à réserve longue. Là, on est un pays à réserve courte. On n'a pas la même vision. On veut le prix le plus élevé. Rouma, ils veulent en même temps un prix qui encourage l'investissement, mais aussi qui ne détruit pas la demande. Parce qu'ils voient sur le très long terme, qui n'encouragent pas les énergies alternatives au pétrole, notamment dans le transport. Je voulais juste... Et donc, il y a cette alliance qui est objective, qui est solide. Je ne pense pas que Trump soit capable de briser cette alliance. Maintenant, l'Arabie saoudite peut céder aux injonctions de Trump. Maintenant, l'Arabie saoudite, encore un dernier point, elle doit financer son programme Vision 2030. Il lui faut beaucoup d'argent. Et sa guerre au Yémen aussi. Elle doit financer, elle met en bourse l'Aramco. Elle l'a évalué à 2000 milliards de dollars. Vous savez, une compagnie pétrolière, si le prix du pétrole est bas, le prix des réserves baisse. Et donc la valeur de l'Aramco va baisser. Donc l'Arabie saoudite, elle souffre de la crise pétrolière. Tous les pays producteurs sont dépendants, les pays de l'OPEP sont dépendants à 80% de leurs exportations. Donc elle souffre de ces prix bas. Elle a un déficit budgétaire de 100 milliards de dollars, même si elle a 600 milliards de dollars avec ses fonds souverains à l'étranger. Mais elle a un déficit budgétaire de 100 milliards de dollars. Elle est dans un moment de transition monarchique, avec les enfants d'Abdelaziz ont tous 80 ans, donc il y a un bouleversement politique. En même temps, ils n'ont pas les moyens financiers de gérer le consensus politique. Alors, voilà. on reviendra justement sur ces détails, notamment autour des capacités saoudiennes. Mais on aimerait revenir, M. Mikidech, sur cette nouvelle cartélisation, ce tandem Arabie Saoudite-Russie. Quelles conséquences ou impact il aura sur Moi, je voudrais, de manière générale? Je voudrais donc avoir un peu plus de temps de parole peut-être pour pouvoir expliquer. Allez-y, ouais. Donc c'est vous qui devez veiller à ça. Ce que je veux dire, c'est que en fait, ce duopole, donc c'était un mot que j'avais utilisé lors des accords d'Alger en particulier, donc entre finalement l'Arabie saoudite et la Russie, en fait, il est adossé au consensus de l'OPEP. Faut quand même pas oublier cela. C'est-à-dire la possibilité que donc l'accord donc entre la Russie et l'Arabie saoudite fonctionne n'a de sens et de possibilité de mise en œuvre que s'il y a toujours l'OPEP donc qui appuie cette position. De ce point de vue-là, jusqu'à présent, ça fonctionne. Donc même si donc en tant que producteur majeur, donc la Russie et l'Arabie saoudite, si vous voulez, apparaissent comme étant les drivers de ça, il reste que le consensus dans l'OPEP reste la règle. Et ce qui s'est passé dernièrement avec le 1 million de barils jour, l'Algérie a joué un rôle pour que finalement il y ait consensus, pour que l'Iran, qui au départ n'était pas d'accord avec le Venezuela sur cette augmentation d'1 million de barils jour, et finalement, donc, ils se sont ralliés. Ce que je veux dire, c'est que ça, il ne faut pas l'oublier. Ça, c'est au fond. Simplement, il y a un troisième acteur qui veut s'inviter à ce duopole entre l'Arabie saoudite et l'Iran, c'est les États-Unis. Donc, c'est un peu ce qui explique les tweets de M. Trump en disant, donc, j'ai appelé donc les responsables saoudiens, je leur ai demandé d'augmenter la production et j'ai aussi appelé la Russie pour... Mais ça rentre dans une autre... des tweets qui ont contribué quand même à faire baisser le pétrole aujourd'hui. Absolument, mais c'est clair. Mais simplement, il y a, si vous voulez, donc un paradoxe à vouloir, si vous voulez, en même temps, si vous voulez, diminuer les prix, et puis en même temps, on stérilise une partie de l'offre de l'Iran, qui est importante. Alors pour quelqu'un qui est libéral, comme Trump, c'est vraiment incompréhensible. Et c'est pour ça que les bourses ont réagi à des effets, ont réagi de façon froide par rapport aux forces du marché, en disant que si
donc cette capacité de l'Iran donc en matière de stock, de production, de réserve, et soustraite aux lois de l'offre et de la demande du marché, donc, qui est l'un des fondamentaux qui fixe les prix, ça va de toute manière avoir un impact d'augmentation des prix. Ce que ne veut pas donc l'administration actuelle américaine. Alors, c'est cette situation. Alors, elle va durer combien de temps? Le premier deadline. Mais quel est l'objectif de cette administration? Quel est l'objectif réel, justement? Le premier deadline, c'est novembre. On verra si les pays européens, parce que pour la Chine, je pense, et pour l'Inde, c'est entendu, donc ils vont continuer à s'approvisionner en Iran. Pour l'Europe, l'Union européenne en particulier, en tant que client, est-ce qu'ils vont fermer, ils vont arrêter leur contrat d'achat de pétrole et de gaz à partir de l'Iran. Donc on verra on verra ça. Mais si donc de façon donc ces sanctions et cette sortie donc des États-Unis de l'accord avec l'Iran continue, donc il va y avoir, donc si on se met à l'évidence, donc à l'hypothèse, dans le scénario où les marchés du reste du monde vont être fermés donc à l'offre iranienne, ça va créer une situation qui peut faire augmenter les prix de façon beaucoup plus grande qu'on le pense. Donc ça, c'est encore ça. Donc on n'a pas encore les éléments. Est-ce que c'est fait à dessein de la part de l'administration américaine ou c'est tout simplement des décisions prises? Bien sûr, c'est la géopolitique qui devient le facteur déterminant, surdéterminant. C'est-à-dire que les États-Unis donc ont décidé de sortir de l'accord sur le climat de Paris, ils ont décidé de sortir de l'accord sur le nucléaire en Iran, et ils ont décidé donc de considérer que America First, c'est ça l'idéologie de M. Trump, c'est-à-dire de mettre donc d'augmenter les taxes à l'entrée d'un certain nombre de produits de tout le reste du monde, et ça ils l'ont acté. Donc est-ce que ça va tenir? Est-ce que déjà donc on voit aux États-Unis une partie, si vous voulez, de ceux qui l'appuyaient, donc le monde des affaires et du business, notamment le lobby pétrolier aux États-Unis, commence donc à se poser des questions sur si vous voulez, sur le fait que cette démarche puisse tenir sur le moyen ou long terme. Ça donc, on a encore beaucoup d'incertitudes. Et c'est pour ça que dans les mois qui viennent, donc notamment donc d'ici la fin de l'année, on a déjà un fait, c'est que en 2000, c'est un fait ça, en 2019, l'offre pétrolière ne couvre pas, en l'état actuel des choses, ne couvre pas la demande. Donc en partant de l'hypothèse que l'offre iranienne donc est non commercialisable. Voilà le terme que je voulais donc citer parce que c'est une injonction des États-Unis. Alors, M. Boroul, donc si on prend toutes les décisions prises par M. Trump, on se pose une question que je viens de poser à M. Mikidash sur les objectifs réels de toutes ces démarches. L'objectif principal de l'administration américaine, c'est clair, c'est de compenser le déficit iranien. Parce que lui, il va commencer à appliquer les sanctions à partir du 4 novembre prochain. Et il a dit tolérance zéro. Son objectif, c'est que l'Iran ne va exporter absolument aucun baril. C'est les sanctions les plus dures de l'histoire, apparemment. Enfin, c'est ce qu'il dit. Mais on ne sait pas. On va attendre le 4 novembre, on va voir si il est en train de faire peur aux gens. Là, il va l'appliquer. Pour lui, c'est un bonhomme qui... Jusqu'à présent, il a appliqué toutes les décisions. Hein. Oui, mais cette décision, elle est un peu spéciale. C'est une décision qui concerne l'économie mondiale, le pétrole, etc. Bon, il peut appliquer le COP21, il peut appliquer qui sont limités à certains domaines. Pour le pétrole, c'est différent. C'est différent, parce que lui, son objectif, il sait très bien que le 4 novembre, il va appliquer des sanctions, il a dit les sanctions les plus dures de l'histoire. C'est-à-dire, aucun pays n'est autorisé à importer un baril de pétrole. Sinon, il va être pénalisé, que ce soit européen ou asiatique, même américain. Les compagnies américaines les ont menacées. S'il va appliquer ça, si tout le monde va se retirer de l'Iran, bon, entre parenthèses, je dis la Chine, je ne pense pas. Si tout le monde va se retirer de l'Iran, automatiquement, il y aura un déficit de 2 millions de barils, 2 millions 3, jusqu'à 3 millions de barils sur le marché. Qui risque de provoquer un choc pétrolier. Exactement. Qu'est-ce qu'il veut dire? Il veut dire il veut les compenser par l'Arabie Saoudite. L'Arabie Saoudite, le 23 juin, ils ont dit on va augmenter de 1 million de barils jour, l'OPEP.
Maintenant, il lui dit tu fais 2 millions de barils jour. Donc il a doublé. Et puis il ne faut pas oublier que lui, il a... Ce n'est pas dans leur corde. Hein. Non, oui, non. C'est pas dans leur possible, corde. bien sûr. exactement. L'Arabie Saoudite a des capacités de 2,3 millions de barils jour. Il leur a dit il faut produire 2 millions de barils jour. Pourquoi 2 millions de barils jour? C'est pour compenser l'Iran. C'est parce que s'il ne compense pas l'Iran, le baril va flamber, dites-là. Alors ce qui est donc, pour les Américains, ce qui est une chose à éviter. Il faut que le baril soit le plus bas possible pour les Américains, parce que c'est des consommateurs. Parce que Roumain, ils préfèrent un baril moins cher parce qu'ils achètent. Il ne faut pas oublier que les États-Unis importent 8 millions de barils jour aujourd'hui. 8 millions, 7 millions de barils jour. Donc ils préfèrent importer un baril à 65, 70 qu'un baril à 85 $. L'objectif, c'est le business. C'est América. Ils sont pour du monde. L'Amérique d'abord. Exactement. Donc lui, bon, ce qui est certain, à mon avis, ce qui est certain, c'est que si l'Arabie Saoudite va augmenter de 2 millions de barils jour, il va avoir un problème au niveau de l'OPEP. Qu'est-ce qu'ils vont faire justement par rapport à parce qu'il y a eu une décision du 23 juin qui a été un peu difficile, arrachée difficilement. On s'est mitigé même les déclarations par rapport au tweet de Trump et le communiqué officiel de la Maison-Blanche. Déjà, il y a une petite nuance. Exactement. Parce que et l'Arabie Saoudite a apporté un éclérage. Il y a le Sénat, il n'est pas libre, le président américain. Et les milieux d'affaires américains vont faire pression. Les Américains, le président, il dit quelque chose. Bon. Mais il y a le Sénat qui décide, ce n'est pas lui qui décide, finalement. Parce que lui, le problème, c'est que si maintenant, il va, lui, continuer à produire, parallèlement à l'Arabie Saoudite, parallèlement à l'OPEP, lui, les Américains, actuellement, ils sont à 11. Ils sont à 11 millions de barils jour. Et puis, ils disent que mi-2019, fin 2019, ils vont arriver à 12 millions de barils jour. Donc, il y a une production américaine en flèche. Il va rajouter 2 millions de barils jour de l'OPEP. Et puis, comme je disais tout à l'heure, il va avoir une reprise en Libye, il va avoir une reprise au Canada, parce que le Canada, ça a un peu joué sur le marché nord-américain. Le Canada, il est paralysé sur un gisement très important, les sables bitumineux qui ont pas depuis... Les sables bitumineux. C'est des sables, disons, qui produisent, disons, 2 millions de barils jour. Bon. Donc tout ça, ça va rentrer dans l'ordre. Tout le monde va produire. Le Gabon, l'Angola, il a un problème, il peut, disons, produire ces petits barils. Il y a l'Iran, moi je pense qu'il va continuer à produire l'Iran. Donc vous prévoyez un excédent de l'offre, si j'ai bien compris. Exactement. Un excédent de l'offre. C'est pas demain. Moi je pense que c'est fin 2018. Fin 2018, on peut avoir une chute du prix de baril. Parce que tout le monde va produire. L'OPEP va produire. Les États-Unis, ils commencent à produire et ils continuent à produire jusqu'à 12 millions de barils jour. Actuellement, ils sont presque à 11. Et puis, il ne faut pas oublier les Canadiens, ils vont se mettre au travail, il ne faut pas oublier les Russes. Trump, quand il a appelé hier le roi de l'Arabie Saoudite, il lui a dit, vous allez produire 2 millions de barils jour. Et alors, les Russes, ils ne vont pas produire, ils doivent produire. Les Russes, ils doivent produire. Et les pays qui ont des capacités, tel le Moyen-Orient, tel le Golfe, ils vont produire aussi. Tout le monde va produire. Moi, je pense qu'on va arriver à un surplus. C'est ce que vous... Moi, je suis assez sceptique. Je ne pense pas, je ne pense pas que l'Arabie Saoudite va se lancer encore dans une guerre des prix. Parce que là, on rentre dans une figure de guerre des prix. Et s'il y a une guerre des prix, l'Arabie Saoudite risque d'en faire les frais. Le marché est en train de s'équilibrer. Maintenant, il y a un certain nombre d'inconnus. Est-ce que l'Inde et la Chine, bon, je vois certains analystes qui disent l'Inde et la Chine, le doigt sur la couture du pantalon, ils vont dire d'accord, Monsieur Trump, on va plus acheter de trucs pétrole iranien, ça je crois pas. Mais est-ce qu'il a les moyens de les contraindre? Maintenant, lui-même, il est dans une situation, c'est ça ce qu'il faut saisir, c'est-à-dire qu'il a baissé les impôts. Et d'un autre côté, il y a la driving season, c'est une période où la demande, les États-Unis, les Américains voyagent beaucoup.
Et donc, si le prix du pétrole reste élevé, relativement élevé, ce qui leur a donné d'une main va être repris d'une autre à la pompe. Voilà. Bon, et il a les élections de mi-mandat qui sont en novembre. Et tout ça le perturbe et il lance des tweets, il donne des ordres quand même. C'est pas seulement un conseil, il donne un ordre à l'Arabie Saoudite de produire 2 millions de barils par jour et donc de sortir du consensus qui a été patiemment construit depuis le sommet d'Alger, qui a été extrêmement complexe à construire et qui a pu stabiliser le marché. Mais est-ce qu'il ne cible pas ce nouveau tandem Russie-Arabie Saoudite peut-être? Bon, il peut le cibler, mais on peut aussi dire, puisque vous voulez provoquer une guerre des prix qui va faire descendre les prix, mais vous allez pénaliser les schistes américains qui ont des coûts. Bon, dans le Dakota du Sud, ils sont à 25 $, mais dans le gros de la production américaine, il tourne autour des 35, 40, 45 $ le baril. Donc, c'est une situation que les États-Unis ne peuvent pas. Maintenant, moi je pense que ce qui est en train de se passer, la guerre des prix qu'il y a eu, les recompositions qui sont en cours, toutes les convulsions du Moyen-Orient, en fait c'est un moment dans une reconfiguration de la géopolitique mondiale de l'énergie. Parce que la Chine travaille à s'autonomiser du dollar, incontestablement. La Russie également. Donc, et si les États-Unis perdaient la primauté du dollar sur le marché pétrolier, ils perdraient une part importante de leur puissance. Les anticipations les plus fines disent que la Chine sera première puissance mondiale en 2030. Elle a été deuxième en juillet 2010. Bon, on est dans une logique nouvelle où on est passé d'un monde bipolaire depuis Yalta jusqu'à la chute du mur de Berlin vers un monde unipolaire qui a duré 20 ans. On est rentré dans un monde multipolaire et les États-Unis sont en train de renégocier leur place dans ce monde avec la Chine qui postule à être une puissance mondiale. Justement. Alors en parlant de place, justement, je me tourne vers vous, Moustapha Mekidash, la place de l'Algérie dans tout ça. Oui, justement, donc j'allais y arriver si vous ne reste pas beaucoup de temps. Hein. Oui, en ce qui concerne l'Algérie, moi je pense que, contrairement peut-être à ce qu'avait dit Mourad, sur la position de l'Algérie en matière de défense des prix, je pense que l'Algérie a changé de paradigme, elle aussi. Elle n'est plus l'Algérie qui défendait les positions, disons, maximalistes au titre des prix les plus élevés possibles en matière de pétrole. D'ailleurs, elle a été à l'origine, donc, une fois de plus, au cours de la réunion de l'OPEP de Vienne, la dernière, donc à ce qu'il y ait donc un consensus. Il nous faut un baril à combien Alors, j'y arrive justement, j'y arrive. Donc, on est sorti à mon avis, de ce paradigme d'avoir un prix maximaliste. C'est plus les positions. D'ailleurs, on voit les positions algériennes. Donc, ce sont des positions de consensus. Ce sont des positions qui permettent qui n'ont pas été celles, par exemple, dont on peut imaginer du Venezuela ou de l'Iran sur ces questions-là. Alors, c'est dû à quoi ça? C'est dû au fait que je pense que les paris qui sont faits sur la diversification de l'économie algérienne, c'est pas quelque chose qui est dit en l'air, c'est un cap stratégique qui a été arrêté et qui fait que finalement, donc, on considère que donc finalement les recettes, notamment fiscales provenant des hydrocarbures, donc doivent, d'ici 2040, diminuer en termes relatifs par rapport à ce que peuvent rapporter les autres secteurs de l'économie nationale. Donc, une voie de diversification qui a été choisie. Donc, c'est-à-dire que on sort finalement
de la vision donc, du syndrome hollandais, où donc on change brutalement, si vous voulez, les perspectives budgétaires du pays en fonction des niveaux de prix donc, des hydrocarbures donc, sur le court terme. Ça, je pense qu'on est sorti et que la position, le nouveau paradigme énergétique, parce qu'il faut l'inscrire dans le cadre, si vous voulez, également d'un panier énergétique qui va vers les énergies renouvelables, qui doit être construit. Le cap a été affiché, mais la mise en œuvre est encore lente. Et que tout compte fait, si vous voulez, avec des prix acceptables à la fois, comme disait Mourad tout à l'heure, par les consommateurs et par les exportateurs, c'est la position moyenne, à mon avis, c'est dans ce paradigme qu'on se situe. Et c'est pour ça que l'Algérie va encore continuer à jouer un rôle important, non pas parce qu'elle a des capacités, si vous voulez, d'hydrocarbures conventionnels importantes, mais parce qu'elle a donc des positions très claires sur ce sujet-là pour pouvoir construire ce consensus. Et l'OPEP a encore un rôle à jouer, et je pense simplement que, en ce qui nous concerne aussi, le recours à moyen terme aux hydrocarbures non conventionnels est incontournable, quel que soit le positionnement politique dans lequel on se situe. Parce qu'il s'agit de la sécurité énergétique du pays qui est en jeu, là, dans ce cas-là, parce que donc, les hydrocarbures provenant, si vous voulez, du schiste, notamment les gaz de schiste, ne dégagent pas de rente, mais en revanche, elle vous assure à la fois une place sur le marché. Elle vous assure de la sécurité de votre propre besoins énergétiques nationaux qui sont en train d'augmenter. Et ça, je pense qu'il faut l'avoir présent à l'esprit, et que ceux qui n'ont pas ce principe de réalité, qui disent bon, finalement, le gaz de schiste, c'est comme s'il n'existait pas comme ressource potentielle du pays, se trompent lourdement sur cette question-là. Merci, Monsieur Moustapha Mekidesh, pour cette participation, ces éclairages. Malheureusement, le temps qui nous est imparti s'est terminé, s'est écoulé. Merci à vous également, Monsieur Mohamed Saïd Baroul, d'avoir participé donc à ce débat. Merci également, Monsieur Mourad Preur, je rappelle donc expert des questions énergétiques. Et merci à vous, Madame, Monsieur, de nous avoir suivis tout au long de cette émission et tout au long de cette saison, en espérant vous retrouver la saison prochaine. Je vous dis au revoir. Je tiens donc aussi à dire merci à toute l'équipe qui nous a suivis tout au long de cette saison, le staff rédactionnel et bien évidemment le staff technique. Merci Madame, Monsieur. Au revoir.